Donc le PMU, Paris Mutuel Urbain, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est le premier opérateur de jeux hippiques en Europe et le troisième mondial. Le PMU, c'est 10 milliards d'euros d'enjeux, dont 9 millions sur la partie hippique. C'est 13 200 points de vente. Donc un maillage en France qui est très fort. Et le dernier point, c'est que le PMU, c'est vraiment une tech company. Donc c'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir, mais le PMU, c'est plus d'1 milliard de transactions. Après, si on se concentre sur les services achats en tant que tel, on s'est stabilisé autour de 200 millions d'euros de dépenses. On a 1300 fournisseurs actifs. On a une base fournisseur qui est quand même très concentrée, puisque une centaine de fournisseurs représentent 80% de notre dépense. C'est une équipe de 12 acheteurs et on a en moyenne entre 80 et 100 projets actifs en même temps. En fait, je suis arrivée au PMU fin 2019 et l'enjeu principal du PMU à ce moment-là, en tout cas du service achat à ce moment-là, c'était vraiment de réussir à augmenter notre couverture et de reprofessionnaliser et revaloriser la fonction. On n'avait pas de suite, on n'avait pas de solution à part Excel. Nos mains, notre bon vouloir et vraiment notre volonté de se préparer pour la phase d'après, qui est la phase dans laquelle on est en ce moment, qui est la phase de digitalisation. Pérenniser l'information pour pouvoir nous accompagner dans la montée en compétences et la mise en place du category management. Initialement, on avait un gros besoin autour du spend parce que c'était vraiment la partie qui était la plus manuelle dans nos différents fichiers. Mais on avait quand même ce besoin de pérenniser, de fiabiliser et d'avoir aussi un peu des outils de BI intégrés, etc. Donc sur le project management, on se disait bon, au pire du pire, on pourra toujours vivre avec notre Excel, mais vraiment sur le spend, on a besoin d'avoir quelque chose de robuste qui nous permette d'arrêter ce reclassement manuel tous les mois. Et en réalité, quand on a fait notre sourcing, quand on a rencontré les différents acteurs, on s'est rendu compte que sur le spend, en tout cas, il y avait des intégrateurs, des éditeurs qui avaient des grandes solutions, mais qui n'étaient pas du tout adaptés à la taille du PMU. Et quand on vous a vu, c'était tellement proche de ce qu'on avait mis en place, il y avait une telle ergonomie qu'on a décidé finalement, le spend était plus si prépondérant par rapport à ce que vous aviez mis en place. Et l'intégration avec SpendHQ, en tout cas, ça nous permettait d'avoir une roadmap qui nous a dit partons avec vous. Parce que c'est ce qu'il y a de très proche du PMU, très proche de nos problématiques, et avec une interface utilisateur qui est très très bonne. Et en fait, la beauté de SpendHQ, c'est qu'en fait, ils ont un outil dans lequel ils se loguent le matin, et puis ils peuvent, au fur et à mesure de la journée, rajouter des informations. La fiche de gain, elle vient se faire automatiquement sans avoir besoin d'aller dans un autre fichier Excel. Déjà, je commencerai à dire que les bons projets, c'est les projets qui arrivent à l'heure. Donc celui-ci est arrivé à l'heure. On l'a fait en 2 mois, effectivement, avec des cycles d'itération assez rapides et avec une forte mobilisation de l'équipe SpendHQ. Donc aujourd'hui, vraiment, l'outil est ancré dans les rituels et les habitudes des acheteurs. Ça, c'est très important. Et maintenant, l'enjeu, c'est d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, c'est d'aller onboarder nos clients internes dans les directions pour qu'ils utilisent aussi l'outil d'une manière différente, parce que nous, on est acteurs. Mais en tout cas, c'est un outil qui permet d'avoir beaucoup d'informations utiles pour l'ensemble de l'entreprise et pas seulement pour les achats. Le premier, c'est la capacité à avoir l'ensemble de nos informations qui sont centralisées et qui sont tracées dans l'outil, que ce soit au niveau des contrats, que ce soit au niveau des dépenses, des fournisseurs, ce qui permet d'avoir une visibilité vraiment 360 de l'activité achat. Le deuxième élément, il s'appuie sur la gestion des projets, donc l'outil PPM. Ça nous permet vraiment de faire une planification des activités achats à court, moyen et long terme. Donc ça veut dire qu'on est en capacité, tous les acheteurs renseignent un petit peu leur roadmap dans l'outil. Donc ça nous donne une vision achat de ce qu'on doit faire, de la stratégie qu'on veut mettre en place. Et ça permet aussi de piloter la charge des acheteurs pour les managers. Et ça, c'est aussi important de pouvoir effectivement changer un peu le curseur en fonction des activités et de l'activité du projet. Après, un dernier élément, je trouve, comme bénéfice et comme résultat qui est aussi important, c'est que l'outil contribue à plus facilement mettre en place une stratégie achat ou une stratégie de négociation avec un fournisseur, parce que l'information est plus accessible, elle est plus exploitable. Maintenant, on a aussi beaucoup outillé et mis à disposition des éléments, des KPI pour les acheteurs et qui permettent aussi de valoriser la fonction au-delà des achats auprès de la direction financière, auquel on rapporte, mais aussi auprès de l'entreprise. Donc typiquement, dans l'implémentation, on a préparamétré une dizaine de dashboards avec des KPI clés
qui nous permettent effectivement de visualiser en un clin d'œil l'activité achat. Et ça nous permet aussi de crédibiliser un peu notre fonction en diffusant l'information et en montrant effectivement les sujets clés ou les KPI clés dans l'entreprise. Il y a un gain de temps aussi dans la production des KPI. Avant, donc, on utilisait Excel et donc il fallait effectivement mettre en place des formules, des tableaux, etc. Là, au moins, c'est préparamétré, c'est automatique, ça se met à jour automatiquement. Donc ça, c'est quand même un gain de temps formidable. C'est un outil qui va nous permettre d'aller plus loin demain si on veut objectiver davantage les acheteurs sur des économies qui soient sur un impact PNL ou du cost avoidance. Le deuxième élément clé aussi, je pense, c'est que l'outil, par l'intermédiaire du module fournisseur et la capacité à pouvoir l'interfacer avec des solutions, avec des fournisseurs de données tiers, comme Altares et Provegis, Tracy en a parlé. Ça nous permet en fait de pouvoir avoir des alertes de risque sur les fournisseurs, sur les piliers du risque financier, de l'obligation de vigilance ou de la loi Sapin 2. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Ce que l'outil nous a permis de faire, c'est de pérenniser, de fiabiliser l'information et de nous accompagner dans la montée en crédibilité aussi auprès de nos clients internes. Donc la prochaine étape à très court terme, en réalité, maintenant qu'on a bien pérennisé l'utilisation et qu'on se rend compte que nos acheteurs, en fait, ça fait partie de leur réflexe au quotidien, et que l'information, elle n'est pas juste propre maintenant, elle est propre toutes les semaines, c'est de clairement aller voir nos clients internes pour qu'eux puissent l'utiliser. On a déjà commencé à leur montrer et on a des premiers retours qui sont extrêmement positifs. Et le deuxième point clé, c'est dans la crédibilisation et pouvoir montrer qu'on apporte de la valeur, le service achat. Toute la partie performance autour des économies, c'est un point fondamental. Et en 2025, on va se reposer la question sur la partie spend. Et donc c'est là où le mariage avec SpendHQ est particulièrement intéressant et pertinent avec notre roadmap achat. Donc en 2025, on va aller un peu plus loin sur cette partie-là.